Bonjour à tous. Monsieur Ousmane Camara, opérateur économique, président de l'ONG Jeunesse Active et membre de la plateforme alternative Nouvelle Génération, nous reçoit chez lui pour évoquer la dernière ligne droite de cette campagne sur le référendum constitutionnel du 30 octobre prochain. Monsieur Ousmane Camara, bonjour. Bonjour, Ange. Et merci de nous recevoir chez vous. Tu es la bienvenue. Merci. Alors, le projet de réforme constitutionnelle marque peut-être des avancées. À 35 ans, on peut être candidat à une présidentielle. Le statut des jeunes est clairement affirmé. Il en est de même du statut des femmes, des personnes handicapées et d'autres couches des plus vulnérables. Est-ce que, raisonnablement, on peut dire que ce texte est foncièrement mauvais? Ce texte n'a même pas lieu d'être, parce qu'on nous parle de nouvelle constitution, alors que nous vivons dans un pays où il y a une constitution qui existe, sur laquelle constitution le président de la République a prêté serment et s'est engagé à protéger, à promouvoir. Alors, cette constitution, détenant les propres conditions de son changement ou de sa révision, nous ne comprenons pas pourquoi on ne va pas vers une révision constitutionnelle et pourquoi on nous propose une nouvelle constitution. Donc pour nous, la question de l'opportunité de cette nouvelle constitution, pour nous, n'a pas lieu d'être. N'a pas lieu d'être. Mais le président Ouattara, lui, pense que cette constitution pour la Côte d'Ivoire est une bonne chose, qu'elle va dans le bon sens. Il a forcément ses raisons. Eh bien, il a ses raisons. Et ça, il le montre à travers tous les moyens qu'il a mis à la disposition de l'administration. Parce que, voyez-vous, en ce moment même où nous parlons, tous les préfets sont en campagne dans leur village, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et c'est le président de la République, en tant que chef de l'administration, qui leur en a donné la consigne et l'ordre, sous menace de renvoyer ceux qui n'iront pas. Donc, ils sont tous en mission pour le chef de l'État. Comment vous pouvez dire ça? Est-ce que vous avez des preuves? Oui, on trouvera des gens qui pourront l'affirmer. Si on nous met dans un cadre de justice équitable, où les gens ne sont pas menacés le soir de perdre leur poste ou bien quelque chose, vous trouverez bon nombre de gens qui le diraient. À Bouaké, hier, on fait des annonces dans la mosquée pour que les gens votent le oui. Partout dans le monde, on se bat aujourd'hui pour sortir la religion de l'arène politique. Et aujourd'hui, M. Ouattara nous ramène la politique dans les mosquées. Est-ce que c'est lui qui demande aux gens d'aller dans les mosquées pour faire campagne? Oui. C'est pas évident. Si, puisque même à la mosquée d'Adjien, le vendredi dernier, ils ont envoyé des gens qui sont venus voir l'imam. Est-ce que vous y étiez? J'ai quelqu'un de très proche qui y était, qui a été témoin de la scène. Et des gens qui ne sont même pas musulmans d'ailleurs. Pour que l'imam puisse les aider à convaincre les gens à voter oui. J'ai comme l'impression que finalement l'opposition a envie de régler de vieux comptes avec le président Ouattara. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus une affaire personnelle, parce que c'est Ouattara qui a initié cette réforme constitutionnelle, il faut absolument dire que c'est mauvais? Est-ce que c'est pas un peu ça aussi? Non, ça n'a rien à voir avec l'opposition. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Je suis d'aucun parti d'opposition. Je suis membre de la société civile. Je vous prends l'exemple d'hier ou avant-hier. La Convention de la société civile ivoirienne est invitée à un déjeuner avec le président de la République pour discuter de la Constitution. Mais qui sont ceux qui sont retenus pour y aller? C'est ceux qu'on sait déjà qui vont dire oui, qui sont acquis à la cause. Les autres sont mis de côté. On n'a même pas d'annonce. Nous l'apprenons en tant que membres de la Convention, nous l'apprenons dans la presse. Alors que tous les jours, pour d'autres réunions, pour les formations et autres, on reçoit des SMS, on reçoit des emails. Voilà, donc je vais dire tout simplement que tout est préparé pour que M. Ouattara ait son arène juste à lui seul. L'opposition est allée pour le non automatiquement avant même la publication du texte, parce que le président lui-même avait déjà mis en mission ses ministres pour commencer à dire oui, demander aux populations de dire oui avant même que le texte ne soit connu. On a encore les articles de journaux qui retracent le passage de Touré
à Odjene, le ministre des Transports, et d'autres ministres dans d'autres arènes sur le plan public qui ont commencé à dire aux gens de voter oui. Ils ont commencé leur campagne du oui, mais les gens ont dit comment on peut voter oui pour quelque chose dont on ne sait même pas le contenu. Alors, de l'autre côté, une action appelait une réaction de la part de l'opposition. Ils ont commencé une campagne pour le non. Et petit à petit, le non devient plutôt le refus. Au fur et à mesure qu'on avance, parce que quand vous ne mettez pas en place les conditions adéquates pour la transparence du vote, à quoi cela sert-il d'aller voter oui ou non quand ton non ne sera pas pris en compte? Est-ce que le boycott est une bonne stratégie? Dans l'état actuel des choses, les gens n'ont même pas le choix. Et ce n'est même pas une question de boycott. Avec ou sans appel de l'opposition, les populations ne se sentent pas concernées par cette constitution. Parce que c'est le fait du chef de l'État et de son groupe d'amis. Et nous avons pour mémoire, il y a quelques mois de cela, avant qu'on nous parle du groupe des experts, on nous avait déjà d'abord parlé de Cissé Bakongo qui devait consacrer son temps pour pondre au chef de l'État un prototype de constitution. Mais quand vous dites ça, est-ce que c'est pas, je veux dire, est-ce que c'est pas un peu méchant de votre part? Vous savez que il y a aujourd'hui des centaines de milliers, je dirais aussi beaucoup de gens qui soutiennent ce projet de réforme constitutionnelle. Donc vous n'allez quand même pas faire injure à ceux-là qui pensent que ce projet de réforme constitutionnelle est le bon qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Allez leur poser les questions. Et Bakongo... Mais il y a des gens qui battent campagne pour le oui. Mais c'est leur droit. C'est leur droit. Mais ils battent campagne pour le oui, c'est bien leur droit. Nous sommes d'accord qu'ils battent campagne pour le oui. Mais moi, je reviens à nous ici. M. Bakongo était sur votre plateau il y a quelques jours. Dites-moi, durant tous les 35 minutes qu'a duré votre entretien, un seul article qu'il a cité de cette Constitution. Il n'explique rien. J'étais à la rencontre de Big Togo, au centre pilote de Port-Boué, avec la population, les populations membres du RHDP qui voulaient mettre en mission. Et c'est M. Big Togo qui dit « Je suis venu ici pour vous demander de vous mobiliser pour aller dire aux gens de voter oui. Pour ce qui concerne les questions de fond d'explication de la Constitution, il y a des gens plus habilités qui viendront vous voir. Mais la population de Port-Boué attend toujours que ces personnes que M. Big Togo a annoncées viennent. Il n'y a personne, mais bien au contraire, on a des gens à qui on a donné de l'argent, qui circulent, qui donnent 5 000, 10 000 et 20 000, qui promettent. Est-ce que vous en avez vu? Oui, mais on nous propose... On dit toujours cela à chaque élection, à chaque vote. Est-ce que vous avez vu de vos propres yeux? Je vis dans la population. Si vous voulez, on pourra tourner en ville. Vous allez poser vous-même vos questions aux gens. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils savent de cette Constitution. On va vous dire c'est bon pour les femmes. Ça, c'est différent. Voilà, non, mais on leur demande d'aller voter contre de l'argent. Et vous trouverez des gens qui n'ont rien à perdre, qui n'ont rien à craindre des autorités, qui vous diront ah, moi, en tout cas, quand je vais aller voter, on va me donner ça. Si vous faites le tour de la population, vous en trouverez. Mais vous savez que ce soit le boycott ou autre chose, cela ne fera pas fléchir la position du chef de l'État qui, dans tous les cas, pour qui, dans tous les cas, ce projet de réforme constitutionnelle ne sera pas retiré et dans tous les cas, le référendum constitutionnel aura bel et bien lieu, finalement. Eh bien, s'il a lieu, quel que soit le résultat que ça donnera, et comme M. Ouattara a déjà décidé que ça sera voté à 96%, et c'est lui qui le dit, à 96%, ils vont annoncer leur 96% avec le taux de participation qu'ils voudront, mais qu'ils sachent une chose, il y avait une constitution en 2000 qui a été votée par une plus grande masse, et puis finalement qui nous a amenés vers la guerre. Et les perdants de cette guerre-là, c'est ceux qui pensaient finalement profiter de cette constitution qui était mal ficelée. Donc, en lieu et place de corriger les problèmes qu'il y a dans cette Constitution par des révisions d'un certain nombre d'articles qui allaient mettre tout le monde à l'aise et réconcilier la Côte d'Ivoire une bonne fois pour toutes, on nous amène une Constitution qui a encore plus de gènes de conflits. Par exemple, dans cette Constitution, après le référendum, une fois que les populations auront voté oui,
il donne le quitus au chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, de changer la Constitution quand il veut, comme il veut. Il a juste besoin de la majorité absolue au Sénat. Et ça, il le prépare déjà, puisqu'il va nommer, lui, le tiers du Sénat. Il n'a besoin que de 21% après du Sénat pour que tous les changements qu'il veut opérer au sein de cette Constitution soient exécutés le jour où il voudra. Notamment la limitation des mandats, il pourra les retoucher. La durée du mandat, il pourra les retoucher. Les conditions d'éligibilité, il pourra les retoucher. Et le chef de l'État nomme tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez alors qu'on ait? Ce serait une dictature. Oui, vous parlez indirectement de l'article 177. Bien entendu. Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Non, dans la Constitution que nous avons actuellement, à l'article 124, 125 et 126, vous avez les conditions de changement et de révision de la Constitution elle-même. Elle crée le cadre. Elle fixe les conditions dans lesquelles ça peut être fait et elle détermine qu'est-ce qui peut être fait par voie référendaire, absolument par voie référendaire, et cela touche tout ce qui a trait à l'intégrité du territoire, au statut du chef de l'État, aux conditions d'éligibilité et bien d'autres points. Et tous les autres points de la Constitution peuvent être revus avec l'Assemblée nationale, tout simplement, sans requérir la participation du peuple à un référendum. Finalement, donc, il y a des verrous qu'il y avait dans cette première Constitution qui nous garantissaient qu'un chef de l'État ne peut pas s'élever de son propre chef et changer les conditions d'éligibilité et changer quoi que ce soit qui a à voir avec l'intégrité du territoire national. Mais maintenant, Alassane Ouattara a le boulevard ouvert pour lui pour le faire. Il a sauté tous ces verrous. Donc, il nous met en danger. Aujourd'hui, c'est lui. Et nous tous, nous savons son état de santé. Mais qu'il lui arrive quelque chose demain et que le pays tombe dans les mains d'un héritier moins digne, alors il va faire qu'une bouchée de la Côte d'Ivoire. Voici le danger auquel M. Ouattara nous expose aujourd'hui. Il a 74 ans révolus. Je pense qu'il a encore 25 ans de jeune vie à vivre en comptant l'espérance de vie qu'on a en Côte d'Ivoire. Nous en avons, en comptant sur la même espérance de vie, un peu plus de 75 ans à vivre encore. Alors, nous lui demandons de penser à nous, à nos enfants, à nos petits-enfants. Il ne faut pas qu'il fasse quelque chose pour lui et qu'il nous laisse dans la merde après. Mais il a dit à tout moment, il a répété qu'il ne serait plus candidat en 2020. Bédier non plus. Donc, pourquoi continuer de lui prêter des intentions que peut-être il n'a pas? Pourquoi veut-il être candidat en 2020? Vous voyez, dans ce que les gens ne savent pas, il y a un autre article qui dit que le chef de l'État ne peut être jugé par la Haute Cour de justice que pour haute trahison. Il ne peut être jugé pour aucun crime ni délit commis durant l'exercice de son mandat. Donc, Ouattara quitte avec cette constitution la présidence de la République avec une immunité à vie pour ce qu'on lui reproche. Est-ce qu'on a la même lecture de cet article? Oui, on a la même lecture de cet article. Je n'ai pas la Constitution devant moi, sinon je vous aurais sorti l'article en question. Et pour ce qui concerne le vice-président et les membres du gouvernement, contrairement au président de la République, ils peuvent être jugés pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui n'est pas le cas du chef de l'État. Alors nous voulons comprendre quelque chose. Il est voté sur le même ticket que le vice-président. Et ce vice-président a habilité à le remplacer en cas de vacance du pouvoir. Mais ce vice-président n'a pas au même moment le droit d'utiliser l'article 177, 70 et 75. Mais quand le monsieur devient de plein droit chef de l'État, il est chef de l'État. Tu vois, il y a des contradictions qu'ils ont insérées eux-mêmes dedans qui vont poser problème demain. Même dans le fonctionnement de l'exécutif, ça va poser problème. Et ça va poser problème pour les populations dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Est-ce que vous pensez que ce projet de texte constitutionnel ne garantit pas une véritable séparation des pouvoirs? Pourtant, le chef de l'État n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature, par exemple, entre autres. Entre autres, mais c'est lui qui nomme la personne qui en sera, qui va déterminer qui sera le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut bien que quelqu'un le nomme. Mais pourquoi il ne partage pas les tâches? Nous avons une Assemblée nationale qui représente les populations dans toute leur sensibilité, dans toute leur diversité. Sur le plan religieux, sur le plan ethnique, sur le plan culturel, sur le plan du genre. L'Assemblée nationale porte la voix du peuple. Nous parlons d'un pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Le président de la République, il est élu par une masse, une majorité relative. Parce qu'il suffit d'un point en plus de l'autre pour passer. Mais pour les députés, le parti au pouvoir n'a pas forcément les victoires dans toutes les régions du pays. Alors, il y a une autre couleur qui est donnée à l'Assemblée nationale. Le président de la République ne peut pas nommer en même temps le président de la Cour de cassation, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, de la Haute Cour de justice, et nommer l'autorité qui va déterminer qui sera le président du Conseil suprême de la magistrature, et nommer en plus les membres, certains membres du Conseil constitutionnel et de la Haute Cour de justice, et puis dire qu'il n'y a pas de, il y a une séparation, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Donc vous pensez que ce texte constitutionnel donne exagérément de pouvoir au président de la République? Pas qu'il donne exagérément de pouvoir au président de la République. Il prive le peuple de Côte d'Ivoire de son pouvoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, voter oui ou non à cette constitution, c'est de dire à M. Ouattara, tout simplement, que notre constitution, sur laquelle il a prêté serment, n'en vaut pas la peine, n'existe pas, et que ça ne constitue pas un acte de haute trahison. Et donc, pour vous, il ne faut même pas se déplacer pour aller voter? Non, aujourd'hui, ce n'est même pas ça qui est la question. Dès dimanche, croyez-moi, une autre histoire va commencer à s'écrire en Côte d'Ivoire. Et c'est une histoire triste. Mais c'est une histoire de combat qui va commencer pour tous ceux qui sont conscients du devenir de ce pays, du potentiel de ce pays, de ce qu'on peut faire de la Côte d'Ivoire, des intelligences qu'il y a ici, parce qu'il n'y a pas que Cissé Bakongo. Il n'y a pas que Cissé Bakongo qui a fait du droit, qui est juriste et tout. Nous avons, par exemple, Francis Vaudier. Est-ce qu'il a été consulté? Mais j'aurais bien aimé qu'il soit sur votre plateau. Il vous aurait peut-être que son devoir de réserve l'oblige dans certaines choses, mais dans un cadre public, mais qu'ils mettent, par exemple, Ouraga Obou face à Vaudier aujourd'hui pour discuter de cette constitution sur le plan du fond, sur le plan du droit, mais on verra quelque chose parce que sur le plan du droit, il y a des gens qui ont plus d'autorité que nous. Moi, je ne suis qu'un simple citoyen. Je ne suis pas spécialiste de droit, mais pour le peu que je sais de la langue française, quand je lis quelque chose, je comprends. Voilà. Cette constitution est mauvaise. Elle n'est pas bonne pour nous, elle n'est pas faite pour nous, elle est faite pour un régime pour pouvoir se perpétuer au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, refuser d'aller voter, n'est-ce pas une forme d'impuissance quant à la capacité aujourd'hui de toutes ces forces de l'opposition à mobiliser une certaine opinion, l'opinion du non, dans les urnes face à la machine du RHDP? Si nous acceptons de participer à ce référendum, cela veut dire tout simplement que nous avons donné le droit à M. Ouattara de piétiner la constitution de Côte d'Ivoire, qui régit la Côte d'Ivoire actuellement, et qui fait de lui, Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Quelle est la différence entre M. Ouattara et moi, Ousmane Camara, aujourd'hui? Quelle est la différence entre nous? C'est la constitution de Côte d'Ivoire qui est en application maintenant, qui fait de lui le chef de l'État et moi un citoyen lambda. Mais quand il le foule au pied, où est la différence? Nous revenons au même niveau. Alors pourquoi me soumettre à un exercice national que nous impose un simple citoyen de Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le président Alassane Dramane Ouattara n'est qu'un simple citoyen de Côte d'Ivoire, puisqu'il foule au pied l'élément de son autorité. Mais vous parliez tout à l'heure d'un combat. Oui. De quel combat s'agit-il? Le combat pour recouvrer nos droits en tant que peuple souverain de Côte d'Ivoire. Un combat pacifique? Le combat, il va prendre toutes les formes qu'elle va avoir besoin de prendre. Nous sommes pacifistes, mais vous connaissez l'histoire violente de la Côte d'Ivoire. Et vous savez l'ascension que certaines personnes ont pu connaître dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire sur le plan politique, sur le plan social, économique et autres, avec la violence. Donc, ils ont donné un exemple à une jeunesse aujourd'hui qui ne pense aussi qu'on ne peut arriver au pouvoir que par ces voies-là, on ne peut devenir riche que par ces voies, on ne peut devenir bien socialement que par ces voies. Et donc, pendant que nous exploitons les voies pacifistes pour pouvoir mettre fin à cette tentative de mettre le pays en ballottage, il y a d'autres personnes qui pensent le contraire. Tout le monde n'est pas nourri de la même intention. Et malheureusement, nous qui sommes pacifistes,
Nous sommes ceux qui sommes brimés. Par exemple, aujourd'hui, on était à la préfecture d'Abidjan. Nous avons une marche que nous allons entamer demain. Nous demandons une autorisation pour marcher. On va à la préfecture. Le préfet d'Abidjan nous dit que c'est le maire du plateau qui doit nous autoriser, puisque la marche doit finir à la place de la République. On va à la mairie du plateau. Le maire nous répond que c'est le préfet. Alors, aujourd'hui, cet après-midi, on envoie des personnes les voir pour leur dire de mettre par écrit. On est fatigué du ping-pong. Et ça, c'est du pacifisme. Alors, quand on empêche les gens de manifester de façon pacifique, qu'est-ce qui leur reste après? La violence. Malheureusement, c'est vers ça que l'attitude de ce régime-là nous conduit. Et c'est malheureux parce que leurs enfants ne sont pas ici. Et au premier coup de Kalash, ils seront tous dans les avions. Première classe Air France pour Paris et ailleurs. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que oui. Refuser d'aller voter, boycotter ce scrutin, est-ce que ce n'est pas une forme d'impuissance de la part de l'opposition qui n'est peut-être pas capable de mobiliser dans les urnes une opinion du non à ce référendum? Je ne peux pas parler pour l'opposition politique ivoirienne, parce que je n'en suis pas. Je peux parler que pour mon propre compte personnel, Ousmane Camara, citoyen ivoirien, vivant en Côte d'Ivoire, ayant pris connaissance des 184 articles de la nouvelle constitution de M. Ouattara et connaissant les articles de notre ancienne constitution, 129 et quelques, je ne sais pas combien, 129 articles de l'autre constitution, pour moi, aller voter oui ou non revient à fouler aux pieds la constitution qui fait que ce pays existe. Et comme je respecte cette constitution, vous vous rappelez qu'ils ont, par une certaine machination légale, mis de côté mon dossier durant les présidentielles passées. Mais pourquoi je me suis tu? Pourquoi je n'ai rien manifesté? Parce que la décision du Conseil constitutionnel est finale. Et ça, c'est la constitution actuelle qui le dit. Donc, je respecte cette constitution depuis. Pourquoi maintenant la fouler aux pieds pour faire plaisir à Ouattara? En même temps, vous n'aviez pas, à l'époque, l'âge légal pour être candidat. Oh, ce n'est pas sur ce point qu'on a mis de mon côté le dossier. Malheureusement, vous pouvez retourner et lire l'arrêté de la Cour constitutionnelle qui dit que j'ai fourni à mon dossier un extrait de casier judiciaire émanant du casier central du ministère de la Justice au lieu d'un émanant du tribunal rattaché à mon lieu de naissance. Donc, de ce fait, mon dossier est irrecevable. Alors que les mêmes lois qu'ils ont évoquées pour valider la candidature de M. Ouattara nous ramènent à la loi aux mesures qui ont été prises en 2009 pour valider sa candidature, qui disait que les conditions qui n'ont pas été exigées pour les élections de 2010 ne peuvent pas l'être pour les élections de 2015, ce qui a fait que Ouattara était automatiquement candidat par leur version de rétrogradation de la loi ou bien d'avancement de la loi. Mais en 2009, en 2010, l'extrait de casier judiciaire n'était pas non plus exigé. Ouattara ne l'a pas fourni à l'époque. Pourquoi maintenant on l'exige et on met quelqu'un de côté avec cet argument? Ça ne tient pas. Mais comme il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, et nous le voyons tous les jours, on est obligé de nous taire. Mais cet autre acte de fouler au pied la constitution de Côte d'Ivoire, nous n'acceptons pas. Nous sommes d'accord avec tous les Ivoiriens, et je pense que l'opposition est avec nous sur ce point, de réviser les articles confligènes de la Constitution de 2000, la rendre plus potable pour garantir à la Côte d'Ivoire une réconciliation. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un peu tard, cette position que vous avez? Ce n'est jamais tard dans la mesure où on a affaire à un TGV qui ne roule même pas sur des rails. Parce que M. Ouattara et son gouvernement, c'est un TGV qui va dans l'air. Et il y a un crash devant qui les attend, malheureusement. Nous marchons sur le trottoir tous les jours. Il n'a consulté personne. Il impose cette constitution aux gens. Ça n'a pas été expliqué aux populations. Vous n'allez trouver personne qui peut vous donner le contenu de cette constitution, même parmi des enseignants et autres. Personne n'a eu le temps de l'étudier. Alors, à quoi vous vous attendez? Pour aller voter oui ou non, il faut déjà être d'accord. Mais pour être d'accord, il faut en avoir la connaissance.
On fonde sa décision sur une connaissance. Mais comment tu peux voter oui ou non à quelque chose que tu n'as pas? Ils vont dans les villages. Est-ce qu'ils se promènent avec des prototypes de la Constitution? Ah ouais, nous on en a reçu pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier. Vous êtes une média. Vous animez vos débats depuis combien de jours? Et c'est seulement hier que vous avez reçu une copie. Oui, moi, c'est une photocopie. On s'est déjà informé sur Internet, tout ça. Sur Internet, vous avez accès à Internet. Vous connaissez le taux de connexion en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils en parlent tous les jours. Ils en font même la promotion. Donc, vous comprenez que les populations sont privées d'informations. Et à la télévision nationale, à la radio nationale, combien de temps a été imparti à ceux qui veulent même dire non? Ils ont eu combien de temps? Pourtant, ce n'est pas les meetings, ce n'est pas les rencontres qui ont manqué. La RTI est présente à la plupart des rencontres, mais ils ne font qu'un flash de quelques secondes. Et on met tout le journal pour les camps du oui. Donc finalement, la RTI, ce n'est plus une télévision nationale, c'est la télé du RHDP. Nous, on s'en rend compte maintenant. En tant que population, parce que moi, je parle en tant que membre de la société civile et pas au compte de l'opposition. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le même terrain que l'opposition pour dire qu'il faut que ce projet de loi constitutionnelle soit purement et simplement retiré. Alors, vous reprochez l'idée d'un Sénat. Mais ce que vous oubliez, c'est que Laurent Gbagbo déjà souhaitait cela il y a quelques années. Je ne suis pas du FPI. Oui, donc mais je quand ne suis même pas comptable de ce que Laurent Gbagbo pourrait dire ou pas. Oui, mais c'est sa proposition. Cela veut dire que Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire. Cela veut dire que ce n'est pas seulement l'idée du président Ouattara. Oui, mais Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire depuis octobre 2000 jusqu'à pratiquement novembre 2010. OK? Ce qu'il a dit qu'il pouvait faire, qu'il ne pouvait pas faire, en plus du Sénat qu'il a pu faire, qu'il n'a pas pu faire, pour les raisons qui lui ont permis de les faire ou de ne pas les faire, ne concerne que M. Laurent Gbagbo. En tant que population de Côte d'Ivoire, si Laurent Gbagbo voulait d'un Sénat, il nous l'aurait proposé par les voies indiquées. Nous aurions donné notre avis en ce moment. Aujourd'hui, Ouattara le fait par des voies qui ne sont pas indiquées et nous n'en voulons pas. Est-ce que l'idée du Sénat est une mauvaise idée selon vous? Nous n'avons pas besoin de Sénat en Côte d'Ivoire pour nous compliquer l'appareil législatif dans la mesure où notre Assemblée nationale même ne fonctionne pas correctement. Vous faites une injure à ces personnalités qui peuvent appartenir à ce Sénat et qui peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas d'un Sénat qui n'existe même pas encore, mais je parle même de l'Assemblée nationale que nous avons. Dans cette Assemblée nationale aujourd'hui, j'ai du respect pour peut-être 11 à 12 personnes qui ont voté non à cette constitution. Oui, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de l'analyser et même le débat qu'ils ont porté à l'intérieur. Mais tout le monde ne peut pas voter non. Vous ne pouvez pas reprocher au pouvoir de défendre acharnement le oui et en même temps, vous qui n'êtes pas, comment je vais dire, du même bord que le pouvoir, vous reprochez au pouvoir... Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont encore raisonnables dans cette Assemblée nationale. Mais oui, ou vous êtes démocrate ou vous ne l'êtes pas. Nous sommes démocrates, mais quand vous écoutez l'argument de ces députés, qu'est-ce qu'ils disent? Mais comprenez que qu'est-ce qu'ils disent ces députés? Nous ne pouvons pas faire un débat à l'Assemblée nationale sur un texte de 184 articles en 48 heures, le voter pour faire plaisir au président de la République. Nous ne pouvons pas. Donc nous votons non. Ce qui est clair. Moi, ça m'a pris 2 jours pour lire cette histoire. 2 jours pour lire. Pas pour analyser, pas pour comprendre. Pour lire. Première lecture, 2 jours. Entre mes activités et mes soirées, 2 jours. Alors, c'est 57 pages. C'est un livre. Et ce n'est pas un livre d'histoire ou bien un roman, ou une bande dessinée. C'est un livre de droit. C'est la Constitution. C'est un livre de droit. Au-delà même du livre de droit, c'est la Constitution. C'est la Constitution. C'est le premier des droits qui soit. Donc, quand tu dois prendre le temps de l'analyser, voir les conséquences sur les générations futures, parce que c'est la promesse de M. Ouattara. Tout ce qu'il fait, c'est pour les générations futures. Mais nous lui disons maintenant que ce qu'il fait nous met en danger. Mais pourquoi il n'écoute pas? Qu'est-ce que ça change pour M. Ouattara de retirer ça aujourd'hui? Peut-être parce que vous aussi, vous ne lui expliquez pas bien ce qui fait votre opposition à ce texte-là. Oui, mais c'est dans le débat national qu'on aurait pu le faire. Il n'y a pas eu de débat national autour du sujet. Au Bénin,
Ils ont eu toute leur histoire de tumulte et tout, mais nous savons comment la stabilité est revenue au Bénin, le consensus national qu'il y a eu. Mais il y a eu il y a eu une discussion de toutes les franges de la société béninoise. Aujourd'hui, le Bénin est sur un bon train. Au Ghana, le Ghana se développe correctement aujourd'hui, à plus du double de notre PIB. Ouais, la Côte d'Ivoire est après deux chiffres de croissance. Oui, mais 2 chiffres de croissance avec un taux de pauvreté qui est en train de culminer. Tous les jours, au Ghana, le taux de pauvreté baisse. Attends, on parle de... Même si on a une croissance, aux États-Unis, ils ont une croissance de combien? 2%. Oui. Ils ont moins de 2% de croissance. Il ne faut pas oublier quand même d'où aussi la Côte d'Ivoire est partie. Hein. Oui, mais les États-Unis ont connu l'une des plus graves crises de leur histoire depuis 1929, en seulement 2007-2008. Donc on ne peut pas prétexter des crises pour justifier nos tares. Ou on a compétence à faire quelque chose, ou on n'a pas compétence. Nous voyons, moi je suis jeune. Bon, je ne suis plus jeune, puisque maintenant il faut avoir moins de 35 ans. Pour être jeune, je suis plus jeune à 37 ans. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que le projet emploi jeune, nous savons où ça en est. Moi, je suis le président de l'ONG Jeunesse Active. J'ai plus de 200 jeunes à qui j'ai demandé finalement, allez déposer vos dossiers dans tous ces endroits qu'ils ont ouverts et puis suivez les processus, on va voir quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore de résultats ni d'emplois trouvés. Ah, peut-être que la nouvelle constitution peut contribuer à améliorer ces choses-là, puisque les jeunes ont un statut. Elles ont quel statut? Les jeunes n'ont aucun statut. C'est juste un clin d'œil. On a fait un article creux. Légalement, c'est creux. Vous avez décidé de... Légalement, l'article qui concerne les femmes, l'article qui concerne les jeunes, c'est creux. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun poids juridique. Mon problème, c'est que vous avez décidé de combattre ce texte et vous le combattez vraiment. C'est la démocratie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous qui avez pris le temps de lire cette constitution, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que de mauvaises choses dans ce texte, très honnêtement parlant? Les seules bonnes choses qu'il y a dans cette constitution sont des reprises de la constitution que nous avons. Ce qu'il a ajouté est ce qui pose problème. Je reviens sur un sujet particulier qu'il aurait dû régler une fois et pour toutes. Et c'est pour cette question que lui, M. Alassane Dramane Ouattara, a entraîné tout le nord de la Côte d'Ivoire avec lui dans une lutte identitaire depuis 1993. Qui dit quoi? La question de l'éligibilité. Dans l'ancienne constitution, on parle d'être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Dans la constitution de Ouattara, il nous dit qu'il faut être exclusivement ivoirien, ce qui n'est pas un problème. On est content avec. Né de père ou de mère, on est content avec le ou. Mais né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Et je reviens à la définition d'ivoirien d'origine de Cissé Bakongo, du ministre Cissé Bakongo, qui est le conseiller juridique du président de la République, qui dit que ivoirien d'origine veut dire que tu es né le jour de ta naissance. Ton père et ta mère étaient ivoiriens ou ton père ou ta mère est ivoirien. Moi, je pose la question à M. Ouattara, qui est président de la République actuellement. Est-ce que sa mère, Feu Nabintou Cissé, pour laquelle j'ai le plus grand respect, qui est une grand-mère à nous, est-ce qu'elle était ivoirienne d'origine? Ses parents, elle était ivoirienne au moment où elle naissait dans les années 10, dans les années 20. On ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire, mais ce sont les implications des termes qui n'ont aucun fondement juridique, qui sont interprétables à plus de 1000 sources qu'on nous a mis dans... C'est la question d'ivoirien d'origine qui nous a opposés pendant toutes ces années. Et le même terme revient dans la nouvelle constitution de Ouattara parce qu'il va finir ces deux termes, il n'est plus concerné, donc il doit nous laisser nous battre encore pour ça, alors qu'il peut régler le problème. Pour ce seul terme, que ton père ou ta mère doit être ivoirien d'origine, qui implique qu'eux-mêmes soient nés de parents qui avaient la nationalité ivoirienne, qui n'existait pas du tout à la naissance même de nos parents à nous, à plus forte raison leurs parents à eux. Donc ça veut dire que le problème n'est pas réglé. Demain, n'importe quel président du Conseil constitutionnel peut déclarer n'importe quel Ivoirien inéligible sur ce point seulement. Donc cela veut dire que pour vous, la question de l'ivoirité n'est toujours pas réglée. La question de l'ivoirité demeure. Et le premier ivoiritaire aujourd'hui,
c'est naturellement M. Ouattara qui défend cette constitution. Ce n'est plus Bédié. Bédié perd son chapeau de président de l'Ivoirité. Gbagbo perd son chapeau aussi de président de l'Ivoirité. Ouattara est le nouveau président de l'Ivoirité. Tout simplement par cette seule phrase que tu dois être exclusivement ivoirien, né de père ou de mère, ça c'est bon. Ivoirien d'origine. Alors, ça nous ramène en arrière. Il n'a rien fait. Monsieur Ousmane Camara, Oui. et si le 30 prochain, les Ivoiriens ne vous suivaient pas, que feriez-vous? C'est mon opinion que je donne. Moi, je n'irai pas voter. C'est tout. Je ne suis pas concerné par ce vote. Et je pense que tout Ivoirien qui s'aime, qui aime ses enfants, qui aime ce pays et qui veut la paix dans ce pays doit demander la fin totale de l'ivoirité. Et en allant voter oui ou non, c'est consacrer l'ivoirité. Parce que nous acceptons le principe que notre constitution qui est en cours actuellement, qui fait qu'on a un président de la République qui est Alassane Draman Ouattara, ne vaut rien, n'a pas de valeur et on prépare le terrain pour les futurs conflits en Côte d'Ivoire. Je réitère ma question. Oui. Si les Ivoiriens, l'opinion que vous mobilisez, si elle ne vous suivait pas le dimanche prochain, que feriez-vous? Nous sommes dans notre position de combat pour nos droits depuis longtemps, avant que M. Ouattara ne soit au pouvoir. J'ai fait la prison sous Gbagbo, j'ai vécu l'exil sous Gbagbo. S'il faut faire la prison sous Ouattara, connaître l'exil sous Ouattara, on le fera. Et puis c'est tout. Mais nous allons continuer à nous battre pour nos droits, pour notre droit à décider, à être souverain dans notre propre pays et pour nos enfants, pour les générations futures. Alors, il y a une question que je pose, que je me permets de poser à tous mes invités, que j'ai reçus, vers qui je suis allé dans le cadre de ce débat autour de la réforme constitutionnelle. Je leur demande toujours 3 raisons, pour vous, ce serait 3 raisons de boycotter la tenue de ce scrutin. La première. Première question. Pourquoi nous ne devons pas voter cette constitution? Parce qu'elle consacre l'ivoirité. Parce qu'on continue d'exiger des Ivoiriens d'origine. Et la question d'Ivoiriens d'origine n'a pas de fond juridique soutenable en Côte d'Ivoire. Monsieur Cissé Ibrahima Bakongo lui-même l'a démontré dans son passage sur ce plateau. Donc, je ne fais que appuyer son argument. Deuxième point, c'est que le président de la République devient en Côte d'Ivoire l'homme tout-puissant. Il a accès finalement à la Constitution quand il veut. Après ce référendum, il n'a plus l'obligation de requérir l'opinion de la population ivoirienne pour changer la Constitution dans tous ses articles. Troisième point, le président de la République n'est plus un justiciable comme les autres, alors qu'il est ivoirien comme les autres. Contrairement à son vice-président et aux membres de son gouvernement qui peuvent être poursuivis pour des crimes économiques, pour des crimes divers et délits, une fois qu'ils ne sont plus en fonction, le président de la République de Côte d'Ivoire a l'immunité entière jusqu'à la fin de sa vie, ce qui n'est pas normal. Quand Ouattara ne sera plus là, quand ce sera d'autres personnes, il y a des dossiers qui vont sortir. S'il a commis des crimes, il va falloir qu'il passe devant la justice. Et pour ça, vous devez dire non. Parce que nous sommes tous égaux devant la loi et sa nouvelle constitution le dit, que tous les Ivoiriens sont égaux, naissent égaux devant la loi de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la constitution de M. Ouattara. Donc, s'il veut faire respecter cette ligne de sa propre constitution et ne pas se mettre en contradiction, il doit purement et simplement retirer ce texte et nous donner la paix, nous permettre de nous retrouver, nous réconcilier et déterminer les conditions de l'avancée de la Côte d'Ivoire ensemble. Monsieur Ousmane Camara, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup, Ange. C'est toujours un plaisir. Merci.